Et mesdames, messieurs, bien le bonjour à tous. Excellent réveil, excellente matinée. Bienvenue sur Canal, bienvenue dans la matinale. Nous sommes le samedi 5 janvier 2019. Pour ceux qui ne le sauraient pas encore, ceux qui auraient encore... Est-ce que j'en suis sûr? On me pose la question si j'en suis sûr. Oui, j'en suis sûr. Mais il y en a certains qui pensent qu'on est encore en 1979, par exemple, quoi. Alors du coup, c'est un plaisir de vous retrouver. Une émission préparée comme d'habitude tous les week-ends par Myriam Maka. Qu'à la réalisation aujourd'hui, c'est Clément. On salue toute l'équipe en régie et en studio. Évidemment, c'est le refrain de chaque matin. Et ce matin, sur le plateau, nous recevrons plusieurs invités, notamment celle qui a écrit cet ouvrage, Lettre d'un prisonnier de la guerre d'Algérie, Draji Bouharrati. On en parle ce matin. Il s'agit d'une correspondance entre son père et entre un homme, on va dire, un homme qui a été emprisonné et sa famille. Alors c'est plusieurs lettres compilées dans cet ouvrage, dans ce livre, raconté donc par Samia Zirat Bouharrati, qui a étudié à la faculté d'Alger. Elle est économiste de formation. Elle entend travailler dans le secteur du livre et de l'édition. Et aujourd'hui, elle nous en parle. Elle nous raconte ses échanges. Aussi, ce matin, sur le plateau, une jeune artiste peintre en herbe. Elle s'appelle Malika Hamed Abdelwahab. Elle est jeune, elle est étudiante et elle se passionne pour la peinture. C'est l'interview découverte du jour. Elle sera avec nous en première partie d'émission. Djelil Meraska, comme tous les samedis, avec lui on parlera sport et nutrition. Voilà, j'allais dire santé et nutrition, mais en même temps, le sport, c'est la santé. Avec lui, retour sur, en fin de compte, le bilan de l'année 2018, les perspectives pour 2019 et comment se prendre en charge réellement. Maya Amrani, Faiza Antri-Bouzard, c'est son invité du jour. Alors, Maya Amrani, elle est là depuis tellement longtemps que sa chronique s'appelle Maya Amrani. Alors, Maya Amrani reçoit aujourd'hui Faiza Antri-Bouzard, avec elle on va parler des nouvelles tendances et les tenues traditionnelles. Alors, le mélange entre les deux, vous voyez un peu comment prendre la tradition, comment la compiler, j'allais dire la compiler, c'est pour la littérature, comment faire comment sortir du carcan traditionnel pur et en faire une œuvre un peu moderne. Voilà, c'est un peu le sujet du jour. On en parle, c'est d'ailleurs la spécialité de Faiza Antri-Bouzard qui sera avec nous ce matin sur le plateau. Et puis Abdrahman Hadjouj, lui il est médecin de formation et de métier. Il a écrit un recueil de poésie à découvrir. Il sera avec nous ce matin sur le plateau. Voilà, vous connaissez le programme. N'hésitez pas à partager vos infos avec nous. C'est simple, c'est sur... la page de Canal Algérie sur YouTube et sur Facebook, ou sinon @mahrez-rabia un peu partout, Facebook, Instagram et Twitter. Et d'ailleurs, je vous le rappelle, d'ici la semaine prochaine, une tablette, un numéro de téléphone qui va s'afficher en bas de votre écran la semaine prochaine. Vous pourrez nous écrire, poser vos questions en direct à nos invités. Ah oui, quelques-unes de vos questions seront posées et puis quelques-unes de vos suggestions seront partagées également ici en direct. Allez, c'est parti pour la météo. Je vous la fais. Mobilise vous présente la météo. Je vous fais une petite chanson de jingle? Non, Bon, ça va aller. ça va aller. Bonjour Allez, à ça vous. va aller avec elle. Elle s'appelle Fali Elcher. Bonjour, c'est à vous. Merci Mahrez, bonjour à vous et bonjour aussi à tous ceux qui nous regardent ce matin. Excellent réveil à vous tous, ravi de vous retrouver. Eh bien, au lever du jour, le mercure indiquera des températures négatives sur la majeure partie des régions intérieures. En effet, il fait froid, le froid s'est bien installé en Algérie, notamment à l'intérieur. La neige s'est invitée hier sur les hauteurs du centre et de l'est. Aujourd'hui, il va neiger encore une fois sur les hauteurs de l'est à partir de 1000 mètres d'altitude. Météo Algérie prévoit des passages nuageux assez nombreux vers l'est avec le maintien d'un temps souvent variable. Au centre, on attend quelques faibles pluies suivies d'une nette amélioration à partir de l'après-midi. Le soleil reprendra le dessus. À l'ouest, rien à signaler. Après dissipation de brume des nuages bas, le soleil sera très généreux. Sur la partie sud, on notera des soulèvements de sable au Sahara central, au sud-ouest. Quelques nuages seront observés aussi au courant de cette journée au Sahara oriental, remontant parfois jusqu'au sud des oasis. Les températures prévues pour cet après-midi, il fera froid, notamment à l'intérieur avec 8 degrés à Betna, à Sétif. À Djilfa aussi, c'est le minimum, 9 à Al-Bayed, 12 à Tiara Tizi Ouzou, 14 pour Alger, Chlef, 17 Oran,
Tlemcen, c'est le maximum vers le nord. Prévoyez aussi 11 degrés à Guelma. Il fera 13 à Nabas Kikda. Puis sur la partie sud, on attend 15 degrés à Biskra, Gardaya, 16 à Bouchar, Hassim Saoud, Ilizi, entre 18 et 19 au Sahara central, 20 à Tindouf et enfin un maximum de 25 degrés pour l'extrême sud. À présent, place ce matin à l'Amérique du Nord. Aujourd'hui, le temps sera mitigé. Il y aura du soleil, mais aussi des passages nuageux assez nombreux. Le temps sera couvert et pluvieux. Aujourd'hui, à Montréal, à New York, Washington, Miami, jusqu'à Vancouver et Los Angeles. Grand soleil pour Chicago, Dallas. Un temps voilé à Topeka avec 17 degrés côté température. 18 à Dallas, 24 à Mexico, 16 à Los Angeles, 8 à Vancouver, 1 degré à Montréal, c'est le minimum, et enfin 8 à New York. Aujourd'hui, le soleil se couchera à 17h44. Vous avez toujours le site de Météo Algérie, les www.meteo.dz. Je vous remercie pour votre attention. Pensez à vous couvrir avant de sortir. Il fait froid. À tout à l'heure. La météo vous a été présentée par Mobilis. Voilà, pas forcément de pluie un peu partout, mais le froid, il commence à se ressentir et c'est un peu normal. Alors du coup, ce matin, on commence en musique et puis juste après, c'est l'invité premier de la matinale. On va commencer avec Ed Day, si vous le permettez, et on se retrouve juste après. Restez branchés avec nous.
Voilà, ce groupe Day sur Canal, excellente matinée à vous tous. Vous connaissez Day ou pas? Oui, un petit peu, mais je découvre. Non, vous connaissez ou vous ne connaissez pas? J'ai reposé la question, je vais vous reposer la question clairement, docteur. Vous connaissez le groupe Day ou pas? Je ne connais pas. Je découvre. Oh Dieu, il fallait mentir. En fait, je vous explique, le concept réalité, du mensonge, il est simple. Soit on ment jusqu'au bout, Non, soit on ment pas. non, en fait, c'est comme si on connaissait depuis longtemps. C'est Parce que ça. C'est une culture qui nous berce, c'est une culture Ouais. qu'on vit, mais après, dans le détail, non, je pourrais pas vous en parler Vous plus. ramez c'est sûr. là. Vous ramez bien. Non, vous ramez bien. Oui, alors, vous m'excuserez, je suis juste en train d'essayer d'arranger quelque chose qui date de 1984. C'est une pastille. Alors, du coup, bon, bah, je vais écouter après. Alors, du coup, bah, ce matin avec nous, le premier invité, celui qui ouvre le bal, est un auteur, poète, médecin aussi. On en parle, Abdelrahman Hadjoudj, bienvenue. Merci. Alors, bienvenue sur le plateau. Alors, vous êtes d'abord, on va commencer par votre formation initiale. Vous êtes médecin, vous êtes en dernière année de spécialité en neuroradiologie. Vous êtes installé en France, à Paris plus exactement. Vous êtes né à Blida, vous êtes parti à l'âge de 4 ans. Vous ne gardez aucun souvenir en réalité de Blida. Plein de souvenirs. Ah, vous en gardez quand même? Plein de souvenirs. Non, je parle de 0 à 4, hein, je parle pas Ah des oui, vacances. je pense que de 0 à 4, on garde beaucoup de souvenirs. Ah oui? Des bribes de souvenirs comme ça qui reviennent. Et puis surtout, je suis revenu en Algérie depuis plusieurs fois, donc c'est pas la première fois. Alors aujourd'hui, vous êtes de retour en Algérie pour plusieurs raisons. D'abord, vous allez rencontrer la famille, Bien ce sûr. qui est normal. Vous allez aussi profiter de cette occasion et de votre arrivée ici pour rencontrer des éditeurs. Et ça, on va en parler dans quelques instants. Votre premier recueil est ici. Il est sorti, vous le sortez à compte d'auteur. C'est votre exemplaire à vous, en réalité. Et on en parle, on va le présenter dans quelques instants. Vous participez également à un événement. Ça se déroule cet après-midi. C'est à 13h. C'est à Riyad El Feth, à l'office de Riyad El Feth, en plein centre commercial. C'est au dernier étage, vous avez le restaurant Le Crossroad, c'est ça, hein, je ne me trompe C'est pas. Et vous prenez part à une rencontre littéraire avec Sinuvert, qui est le fameux club, le fameux, comment on appelle ça? C'est un collectif. C'est un collectif qui font, ah mon Dieu, je me perds, c'est des passionnés de cinéma. Voilà, c'est surtout. des cinéastes et des cinéphiles Exact. qui organisent depuis 2014 initialement donc des projections et puis après qui ont développé leur activité sur tout un panel d'art et qui aujourd'hui sont au carrefour en fait j'ai envie de dire de l'effervescence culturelle algérienne et aujourd'hui en particulier c'est une rencontre littéraire mais le mois prochain et à d'autres occasions ce sera des projections et des débats. Et on se rappelle qu'ils avaient eu, c'était l'été dernier, juste avant l'été, ils avaient eu un petit souci parce qu'ils avaient diffusé un film et on leur avait stoppé l'activité alors que c'était qu'un film, c'était un film drôle avant tout. Bon, après c'était un film un peu sarcastique, donc du coup on leur a fait des petits soucis, mais au contraire, ils ont tenu bon et ils ont relancé la machine depuis quelques mois déjà. Alors du coup, durant cette rencontre, vous allez rencontrer aussi des auteurs algériens et vous dites c'est un peu la rencontre des deux rives de la Méditerranée. Voilà, je pense que ce qui est important aujourd'hui, c'est de pouvoir vraiment recréer ce lien entre les Algériens en France, les Algériens en Algérie, et avoir la capacité de discuter de production audiovisuelle, de littérature, d'art, et de pouvoir créer justement de fortifier ces ponts, et de pouvoir participer des deux côtés à l'émergence d'activités nouvelles. Pourquoi vous pensez que les liens ont été rompus? Je pense qu'en partie, les liens en tout cas n'ont pas été suffisamment préservés. On n'a pas assez de visibilité sur ce qui se fait, même si effectivement il y a plein d'initiatives et Canal Algérie en est l'exemple. Hein. C'est une chaîne qui a vocation justement à garder ces liens, à les préserver. Mais je pense qu'il y a énormément d'opportunités, aussi bien pour les Algériens qui vivent en Algérie en France et que pour les Algériens qui vivent en France en Algérie, qu'il faut juste mettre en avant, discuter et puis participer un peu à cette dynamique positive de création culturelle. À l'occasion de cette rencontre aussi, il y aura la projection d'un documentaire. Alors, c'est pas aujourd'hui. Oui, allez-y, dites-moi. Alors aujourd'hui, la rencontre, c'est une rencontre littéraire qui s'appelle The Human Book, qui est donc un concept que je trouve très intéressant où les participants, d'ailleurs tout le monde est invité à participer aujourd'hui, cet après-midi, où chaque participant va essayer d'apporter un livre et
de personnifier un petit peu le livre pour en parler, d'incarner un peu le livre en fait. Et puis c'est un peu ça l'idée, donc partir sur cette base, et puis je vais en profiter aussi pour présenter ce recueil. Et le documentaire c'est autre chose, donc c'est un documentaire qui est sorti il y a l'année dernière en fait, qui s'appelle Your Last Walk in the Mosque, ta dernière marche dans la mosquée, et qui est un documentaire qui traite de la tuerie qui s'est opérée au Québec, dont tout le monde est au courant ici en Algérie, il y a 2 ans. Donc le 29 janvier, ce sera les 2 ans de l'anniversaire de cette tuerie. Et donc on va sortir ce documentaire qui a déjà fait le tour du monde. Quand vous dites on, c'est On, c'est mon équipe de production audiovisuelle. Donc c'est le 2e documentaire qu'on fait. Et ce documentaire a vocation à comprendre ce qui s'était passé au Québec à ce moment-là et puis à servir un petit peu de guide de réflexion et aussi de commémoration pour ce qui s'est passé. On a eu l'occasion de le diffuser dans plusieurs festivals à travers le monde, le One World Festival à Ottawa, en Europe dans plusieurs festivals et même en Afrique. Il a été sélectionné officiellement au Lake City Film Festival au Nigeria. Et puis après cette tournée un peu dans les cinémas et dans les festivals, on le met à disposition sur Internet. Donc à partir du 29 janvier, sur yourlastwalk.com, donc .com, Your Last Walk, en anglais, ta dernière marche, pour justement permettre à un maximum de gens de voir ce documentaire. Et bien entendu, on va aussi organiser une projection à Alger, que vous pourrez, dont vous aurez les informations prochainement sur notre page Facebook. Alors, sans vouloir vous offenser, mais quelle relation avec l'Algérie ? Alors, quelle relation avec l'Algérie ? Malheureusement, c'est un événement qui s'est déroulé au Canada. Il y a quelques années, ça relève de l'extrémisme de citoyens qui, quelquefois, sont du même pays. Alors, pour ne pas trop rentrer dans le cadre de cette histoire, mais en quoi ça devrait... Alors, effectivement, c'est un nationaliste québécois qui est rentré dans une mosquée pour faire cet acte. Et plusieurs personnes sont mortes, dont un Algérien, un professeur, qui était professeur à l'université de Québec. C'est pour ça que ce drame a fait énormément de bruit ici, malheureusement qui a été rapatrié ici en Algérie. On en avait beaucoup parlé à l'époque, et puis un deuxième Algérien aussi qui avait été tué pendant cette tuerie. Et surtout, nous sommes des cinéastes d'origine algérienne, et pour nous c'est important aussi que notre travail soit aussi vu en Algérie et soit aussi vu par le public algérien. D'accord. Mais c'est un produit que vous avez destiné à la base à la communauté musulmane au Canada. Pas du tout. Pas forcément. Non, pas forcément. Parce que vous m'excuserez, mais je vois toujours pas la relation entre les deux. C'est-à-dire, ça nous renvoie encore une fois aux attentats qui ont été commis en France ou dans d'autres pays par des musulmans. Et puis on raccorde toujours ces événements à l'Algérie en se disant, alors soit il est d'origine algérienne, soit il a eu de la famille en Algérie, soit la voisine du copain de son cousin était algérienne. Donc du coup, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui on se dit, je veux dire, en quoi ça nous concerne. Alors là, pour le coup, le terrorisme... Alors vous allez trouver très extrémiste pas du tout. Ma réflexion. Non, pas du tout. Non, c'est intéressant comme débat. Le terroriste, en l'occurrence, c'était un nationaliste québécois, un Canadien qui avait certaines visions. Et il se trouve qu'à ce moment-là, c'était des Algériens qui priaient dans cette mosquée. Oui. Il se trouve. Donc effectivement, le lien, pour le coup, il est automatique cette fois-ci. Mais encore une fois, c'est un travail qui a pour objectif de montrer, de discuter de sujets de manière un petit peu particulière. Là, on parle du sujet de la mort. Donc c'est un sujet qui n'est pas forcément gay, mais on l'aborde dans un aspect un peu spirituel et un petit peu innovant. Et c'est pour ça qu'on essaye aussi de montrer comment le produit audiovisuel et comment le documentaire peut être un outil intéressant pour interroger des questions dans la société. Et la mort, bien entendu, concerne l'ensemble des sociétés. Merci d'avoir répondu. Allez, on va aller vers quelque chose un peu plus gai, même si toutes nos pensées vont vers les familles des victimes, qu'elles soient algériennes ou d'autres nationalités. Alors du coup, vous êtes passionné par la poésie. Quand on vous pose la question, vous répondez depuis toujours. Je vous ai posé la question avant le début de cette émission. J'ai dit la poésie depuis quand ? Vous me dites depuis longtemps. C'est-à-dire depuis longtemps, vous ne comptez plus les années ? Vous avez toujours fait partie de ce cercle des poètes disparus ? Non, il n'est pas disparu. Non, j'ai toujours été intéressé naturellement par la poésie parce que c'est un genre qui me parle beaucoup. Aussi bien sur l'aspect esthétique, aussi bien sur l'aspect de la précision. Puis depuis que je suis tout petit, je lis. Donc
donc c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Et au fil du temps, je me suis rendu compte que c'était vraiment un outil d'expression qui pouvait être très pertinent, pas juste sur le plan esthétique, mais vraiment qui pouvait interroger des choses beaucoup plus profondes, interroger des faits de société, parler d'actualité, interagir aussi avec les autres. Et donc, je me suis passionné pour l'écriture et essayé d'être le plus éloquent possible dans cette forme littéraire. Alors, mais qui vous a donné envie d'écrire? Y a-t-il des poètes références chez vous? Alors, il y a des poètes, oui, il y a certains poètes qui m'ont plus marqué que d'autres, bien entendu. Du côté francophone, c'est forcément Victor Hugo. C'est un poète que j'aime beaucoup. Baudelaire aussi, même Apollinaire sur un style qui est un petit peu différent. Et puis, bien entendu, et aussi du côté arabophone, même si j'écris pas en arabe, la poésie arabe m'a aussi énormément inspiré. Je pense notamment aux Mu'allaqat, déjà les poèmes de l'époque qui sont extraordinaires, mais aussi des poètes plus récents, même les poèmes de l'imam Shafi'i, par exemple, Al-Mutanabbi. Tout ça, en fait, ça véhicule une culture, une idée, une civilisation, et faire la synthèse en fait entre ces deux mondes via la poésie, pour moi, ça relève du challenge et ça relève de cette volonté de vouloir aussi un petit peu proposer des choses nouvelles et des choses qui nous ressemblent. Essayer de proposer aussi un modèle qui nous ressemble en tant qu'Algérien vivant en France, s'inspirer de toutes les cultures et essayer encore une fois d'en faire des outils pour communiquer, pour faire des ponts. Alors vous êtes en Algérie aussi et d'une certaine manière pour rencontrer des éditeurs. Ce premier ouvrage, il est sorti à compte d'auteur, c'est vous qui l'avez... Enfin, c'est vous qui l'avez financé. Aujourd'hui, vous espérez trouver des éditeurs pour vous accompagner dans cette aventure. Au Bribdam, c'est le titre de votre premier recueil de poésie. Au Bribdam, en référence à, vous voulez dire quoi par là? En référence au fait qu'à chaque fois qu'on écrit et qu'on pose des vers sur une feuille, c'est à chaque fois un petit bout de son âme qu'on laisse en fait, qu'on essaye de refléter, qu'on essaye de transmettre. Et chaque poème finalement essaye de communiquer une facette de cette âme ou une facette de cette émotion, et puis on la disperse comme ça, on la parsème. Et c'est ça c'est un peu ça que veut dire ce titre. Essayer d'arriver vers un tout en essayant d'y accéder par petites touches. Un peu comme un peintre voudrait reproduire un tableau, faire un tableau par petites touches pour arriver à un résultat final qui serait le reflet de l'émotion qu'il veut transmettre. Je vous souhaite en tout cas beaucoup de succès. Merci. De trouver un bon éditeur. Et encore je suis en train d'arranger votre livre, je suis en train de le détruire. C'est gentil. Et encore ce qui m'intéresse le plus, encore une fois, c'est au-delà de l'édition, c'est vraiment de partager, d'être dans cette émulsion, d'être dans cette volonté d'écrire, de rencontrer des auteurs, d'écrire ensemble. Voilà. Pour moi aujourd'hui, c'est ça le plus important et c'est surtout pour ça que je suis en Algérie. Page blanche, tiens, c'est le dernier poème de ce recueil. Oui. Alors, vous connaissez-vous le syndrome de la page blanche ou pas du tout? Ça peut arriver. Ça vous arrive souvent, pas souvent? Souvent et plus souvent le jour que la nuit. Ah, vous préférez écrire la nuit? C'est inquiétant, ça. Il est inquiétant, ce auteur-là. Ah, vous écrivez la nuit, quand même? La page blanche le jour et la page noire la nuit. Ah, elle existe, la page noire? Non, c'est vous qui l'avez inventée. Alors, page blanche, s'abaisse les paupières, l'esprit flanche, ne sait ni demain, ni hier, ni d'ailleurs, combien d'années le séparent de nulle part. De la lignée des aînés, quand il se construit un rempart, puis je vois tous ces champs debout, et j'entends tous les gens debout, comme s'ils préparent une guerre. J'aurais aimé un temps, naguère, voir une avalanche d'étoiles. Jusque-là, rien de banal. Page blanche, comment finir ce recueil ? 4 planches comme les murs d'un cercueil. Ah ouais, vous êtes triste quand même. Le dernier poème, c'est... Alors la plupart des poèmes sont écrits en alexandrin. Ouais. Celui-là, il est un peu particulier parce qu'il ne suit pas cette forme, c'est une forme beaucoup plus libre. Et puis, en fait, c'est pas si triste que ça. Mais en alexandrin à 12, c'est ça? C'est ça, 12 syllabes. 12 syllabes, ouais. Donc la plupart des poèmes sont en alexandrin. Et puis celui-là, il permet en fait de fermer le livre, pas comme une mort définitive, mais plutôt comme la possibilité d'aller explorer d'autres univers une fois qu'on a fini ces pages. Comme un passage plutôt que comme une fin. En même temps, on ne peut pas remettre en question vos poèmes ni vos écrits. Hein. Vous êtes l'auteur, vous êtes le créateur, vous
Vous êtes celui qui produit ces mots, donc on ne pourrait pas non plus en débattre comme si nous avions un droit de regard dessus. Quel est votre poème préféré dans ce recueil? J'en ai plusieurs. Il y en a un en particulier, vous voulez le lire? Parce que moi, quand j'ai lu le vôtre, je vous sentais souffrir, ce qui est normal, hein, parce que je le découvre pas en du même tout. temps, je viens de le recevoir, mais je vous le passe, et puis vous en choisissez un. On peut en choisir un au hasard. Non, celui qui vous mettra le plus en avant, qui nous donnera envie, nous, à 13h, de nous déplacer à l'Edelfelt pour assister à cette rencontre, et puis qui nous donnera envie aussi, après cette émission, de rencontrer, lors de rencontres avec des éditeurs, de dire, voilà, j'ai rencontré un médecin, cinéaste, passionné par les réalisateurs de documentaires, qui a écrit un recueil, il faut absolument le sortir. C'est ça le but, en fin de compte, de votre passage, ce n'est pas non plus... Alors on tombe là par hasard sur un poème qui est tout court, qui fait 4 vers. Ah, c'est très bien, ça. Voilà, qui s'appelle Transpercer le ciel. C'est sans bruit et sans voix que je m'éveille au monde. Tant d'ennui et de froid, le spectacle est immonde, mais l'espoir m'envahit quand j'observe la pluie. En transperçant le ciel, on récolte les fruits. C'est Il y a de très l'espoir. joli. Je vous souhaite de transpercer le ciel et de transpercer En allant le tout. plus haut possible. En allant le plus haut possible. Je vous souhaite beaucoup de succès, beaucoup de réussite. Vous avez une page sur LinkedIn, sur Facebook, sur... Oui, vous pouvez mettre mon nom, Edwige Abderrahmane. J'ai beaucoup de... on essaie vraiment de publier un maximum d'informations sur les projets, que ce soit les projets audiovisuels ou les projets littéraires. Et sinon, c'est Your Last Walk in the Mosque pour le documentaire qui va sortir en VOD le 29 janvier. Et il y a yourlastwalk.com, c'est ça? yourlastwalk.com, voilà, pour avoir accès au documentaire. Et puis on vous donnera prochainement, peut-être sur la page de Cinuvert, pour la projection du documentaire ici en Algérie. Je reviendrai. Bah oui, parce qu'avec cet univers, ils font des rencontres débats. Exactement. Je voulais dire un ciné-club tout à l'heure. Voilà, j'avais pas retrouvé le terme. C'est des passionnés de cinéma, effectivement. Et ils avaient à la base, c'était un ciné-club nommé Cinuvert. Et puis on leur souhaite à eux aussi, vous leur transmettrez nos amitiés d'ailleurs, beaucoup de succès. Et ils peuvent revenir ici sur ce plateau quand ils veulent, pour parler de n'importe quel film, il n'y a aucun souci. On trouvera toujours moyen de discuter. Voilà, merci encore. Merci à vous, merci à vous. Donc, on vous appelle docteur ou quand vous appelez comment? Peu importe, le titre c'est pas le plus important. Mais en France, on vous appelle docteur, c'est ça? Ça arrive. Ouais, ça marche. Docteur, poète et réalisateur de docu. Il lui reste que monter sur la Lune, quoi. Que monter dans l'espace. Je vous souhaite en tout cas beaucoup de succès. Merci encore. Merci à vous. Et bon courage pour tout. Cette année qui va s'annoncer des plus intéressantes. Ah oui, donc des plus intéressantes. C'est un terme. Ah oui, je crois que c'est la phrase la plus juste que j'ai croisée depuis le 1er janvier. C'est vrai. Une année intéressante que l'on va explorer ensemble d'ailleurs, ici sur Canal. Merci encore. Allez, quant à nous, on se retrouve dans quelques instants avec Djalil Meraska. Alors lui, tous les samedis, c'est notre spécialiste sport et nutrition. Il nous parle de comment perdre du poids, comment prendre du poids. Parce qu'il y en a certains qui ont besoin d'en prendre. Il y en a d'autres qui ont besoin d'en perdre. Et moi, je dois en perdre. On n'est plus dans le besoin, on est dans le devoir. Et ça tombe très bien. Aujourd'hui, avec lui, on va parler bilan 2018, perspective 2019, un peu les deux. Et puis, comment faire pour avoir une bonne hygiène de vie, une bonne santé, et surtout comment perdre du poids, mais sainement et intelligemment. Ce sera avec Djalil Meraska, juste après ce reportage de Farida Ben Meslam, qui, elle, nous parle d'ailleurs des régimes alimentaires. Allons-y. Le régime et la volonté de perdre du poids, surtout en cette saison. Mais avant de commencer, savez-vous ce que signifie un régime vraiment ? Il y a différentes sortes de régimes. Donc il y a des régimes pour des pathologies, il y a des régimes pour des allergies. Et évidemment, nous, on va parler des régimes amincissants et amaigrissants qui nous permettent de perdre du poids. Donc un régime est une restriction d'un aliment donné qui va nous permettre d'avoir un objectif donné, qui va nous permettre de faire des restrictions et de diminuer tout ce qui est apport énergétique qui va nous permettre de perdre du poids. Perdre 4 kilos en une semaine, légère en un clic. Les titres attractifs des premières pages de magazines n'en manquent pas et la liste s'allonge. Qu'en-est-il de ces programmes proposés? Sont-ils sans danger pour notre santé? Toutes ces publicités, donc elles sont effectivement très attirantes, mais un régime, moi je ne parlerai même pas d'un régime. Le plus important, c'est de savoir manger.
donc d'apprendre à se réalimenter. Donc je parlerai plutôt d'adaptation alimentaire. Un régime qui va vous faire perdre du poids rapidement, c'est très mauvais pour la santé, effectivement. Sans suivi médical, surtout chez des personnes qui ont éventuellement des problèmes de santé. Donc c'est très dangereux de suivre ce genre de régime et c'est pas du tout recommandé. Ça fait plus de 15 ans que je suis en surpoids depuis mon premier accouchement. Et bon, j'ai fait des régimes, des petits régimes comme ça a donné, mais tout de suite après je reprenais plus que je me perdais. C'était une grande frustration, c'était des régimes à base de choux, que de la soupe et tout, c'était une grande... Pendant 7 jours, je perdais 4 à 5, 6 kilos, mais après tout de suite, 3-4 mois, dès que je recommençais à manger, c'était la reprise. Bon, après, c'était occasionnellement je le faisais, mais après j'en avais marre, je me suis lâchée, je me suis dit, c'est normal. Pour mieux exposer tout ça, il faut savoir comment notre corps fonctionne, ce qu'il consomme pour son énergie et ce qu'il stocke. Quelles sont les bases de notre métabolisme? C'est quoi un muscle? Et que veut dire un tissu adipeux? On a différents paramètres. On a le poids, on a la masse grasse périphérique, on a la masse grasse viscérale, on a la masse musculaire, etc. Si on fait un régime sans activité physique, pas de sport, je parle d'activité physique sans bouger, à ce niveau-là, on va se rendre compte, moi quand une patiente elle vient, je vois l'impédance métrique, qu'il y a perte de poids, mais pas perte de masse grasse, et ben je comprends tout de suite, je dis madame, vous n'avez pas fait d'activité physique, vous n'avez pas marché, elle me dit oui. Donc ça veut dire que le poids, quand on perd du poids, il faut qu'on perde de la graisse pour dire on a maigri. Si on perd du poids sans perdre de la graisse, donc on a perdu du muscle et dans ce cas-là, on perdra plus d'amaigrissement, on parlera de perte de poids. Et la différence est significative. J'étais en surpoids, j'avais pour moi 12 à 13 kilos de plus. Je ne m'achetais plus de vêtements, ça y est, je ne pouvais plus me porter ce que je voulais. Les gens qui sont en surpoids, les gens gros ne peuvent pas faire de régime tout seuls, il faut qu'ils soient aidés. Ça s'est fait après doucement. C'était a priori 1,5 kg par mois, 2 kilos par mois. Ça, je ne le ressentais même pas. Parce que je mange de tout, au contraire, je dirais. Je mange encore mieux. Je rééquilibre ma nourriture. Finalement, respecter la sensation de faim, ne pas sauter ses repas, manger sainement, vous aidera sûrement à atteindre votre objectif et à avoir un poids normal. Et avoir un poids normal, on en parle. Réaction, Jalil Miraska, c'était Dr Oumnia. Je ne sais pas si vous l'avez déjà croisé ici sur ce plateau, c'est une habituée d'ailleurs de Canal. C'était le reportage d'ailleurs de Farid El Muslim qui nous parlait de régime alimentaire. Alors perdre lentement, c'est ça? C'est le conseil que vous donnez vous aussi? Oui, bien sûr. Je l'ai souvent dit, donc perdre lentement et sûrement. Ouais. Donc généralement, on donne une moyenne de... C'est-à-dire, quand on est dans une perte, dans un objectif de perte, il faut y aller vraiment doucement, c'est-à-dire parce qu'on a toujours ce principe-là de métabolisme de base qui risque d'être justement d'être réduit avec le temps si on est dans les régimes draconiens. Et justement, c'est la raison pour laquelle on doit donc justement adopter toute une... En fait, on touche à la composante nutrition, bien sûr, ça aide, donc avec un déficit calorique probablement. Avec l'activité physique, c'est un des moyens les plus intéressants de perdre sur le long terme. Et aussi, bien sûr, on ne cesse jamais de répéter, le sommeil est très très important dans l'aspect, enfin le côté gestion de poids. Voilà, donc il y a maintenant des études qui y a une corrélation directe en fait entre la gestion de poids, spécialement la perte et le sommeil. Voilà, donc ça aussi il faut pas l'oublier. Puis voilà, donc perdre finalement c'est un objectif à long terme. Voilà. À long terme. Attends, moi j'étais tombé sur un médecin, je l'embrasse d'ailleurs si elle me regarde. Elle me déteste à chaque fois que je repars chez elle parce que je repars avec 20 kilos de plus. Alors du coup elle me disait chaque 2 semaines il fallait perdre plus de 4 à 5 kilos. En fait, elle m'engueulait parce que je perdais que 2 kilos par 2 semaines. Ah. En fait, ça dépend de chaque type morphologique, en fait, métabolique plutôt. Donc, la perte, généralement, devrait se situer entre 2 et 3 kilos par mois. Voilà, donc après, c'est ça, c'est que cette quête ou ce challenge des kilos fait que les gens, justement, vont vers cette perte assez rapide. Et puis, voilà, c'est un peu l'humain, hein, donc on cherche tout et tout de suite. Donc après, bien sûr, il faut voir les conséquences derrière. Voilà. C'est affreux, ça. Oui, dans certains cas, c'est le cas. Heureuse année 2019. Merci. Je vous souhaite beaucoup de bonheur. Merveilleux à vous aussi. Beaucoup de succès. Inch'Allah. Et beaucoup d'argent. Oui. Ouais. Derrière. Et l'amour aussi. Vous n'avez pas de bague au doigt, vous?
Non, non, l'amour de l'emploi. Pour le moment, c'est la passion, c'est voilà, c'est un peu ça. Ouais, c'est ce qu'on disait tous à un moment de notre vie, Oui. quand on avait personne. C'est ça. Oui, ben c'est ça. On se cache toujours derrière le boulot, et puis un jour, on se dit, ah bah, Oui. heureusement, on passe à autre chose. Alors, du coup, avec Oudjani Miraska, d'abord, bilan 2018, ensuite, perspective 2019. D'accord. Alors, bon, bilan 2018. C'est-à-dire, moi je dirais bilan sur le plan éducatif surtout, Ouais. puisque donc on a, vous savez très bien, donc depuis le janvier 2018, on a commencé à faire des formations, donc des formations de courte durée sur la nutrition sportive. Ouais. Donc la nutrition liée à l'activité physique et sportive, d'accord? Donc on a commencé avec des petites sessions, donc c'était chaque mois. Au départ c'était en fait c'était bimensuel, on faisait ça chaque 2 mois, c'est difficile à dire, hein, voilà. Chaque 2 mois, et ensuite donc vu qu'on a vu qu'il y avait une demande. Ouais, parce que bimensuel et chaque 2 mois, c'est autre chose. Hein. Ouais. Oui, Ouais. voilà, pas pareil. Donc exactement. c'était tous les 2 mois. Tous les 2 mois, au départ, D'accord. en fait, les 6 premiers mois. Voilà, D'accord. de Et janvier ensuite jusqu'au mois de février, avril, mai. Oui. Et ensuite, donc, on a vu qu'il y avait une demande assez importante. Oui. On a décidé d'accélérer un peu la cadence et faire ça chaque mois. Voilà. D'accord. Donc chaque week-end, c'était un vendredi, samedi, Vous chaque faites fin des du mois. formations. C'est ça, exactement. D'accord. Et donc généralement, enfin, le public visé, c'était plus les coachs sportifs, donc Ouais. les athlètes amateurs ou professionnels, des médecins. Donc on a eu des gens, des professionnels de la santé, même des passionnés, beaucoup de gens passionnés par le domaine, Ouais. qui sont venus justement donc participer des 4 coins du pays. Donc Ouais. on a eu des gens de l'est, de l'ouest, du sud, voilà, donc beaucoup de gens qui s'intéressent finalement. Et voilà, donc on s'est basé sur ça. L'année 2018, je dirais que c'était une année de formation, d'éducation et de savoir. Voilà. Et comment vous entamez, comment vous allez aborder 2019? Eh ben justement, on a décidé juste cette lancée de formation, on a décidé de continuer à faire des formations sur la nutrition sportive avec différentes thématiques. On a décidé de toucher à l'activité physique, les sports de force, donc la méthodologie d'entraînement, donc la nutrition. Voilà, donc on a décidé d'étaler un petit peu le programme et d'aborder différentes thématiques. Voilà, donc c'est ça les perspectives de l'année 2019, Inch'Allah. Et voilà, donc ça c'est sur le plan éducationnel. Et Sur le plan sport. sur le plan sport, personnel ou autre? Personnel, pour personnel, il suffit de suivre votre page DZ Fitness et Nutrition sur Instagram Et vous pour avez savoir tout, que voilà. vous faites de la gonflette, que vous avez un beau corps. Oui, que bon. Enfin, moi, je suis content. Hein, je dis, Très bien. Ouais, au contraire, je vous encourage à continuer. Je devrais d'ailleurs vous copier. Donc du coup, c'est pas un reproche, c'est pas de la jalousie. Mais donc du coup, on sait que vous êtes au top, quoi. Mais sur le plan prise en charge, c'est-à-dire que ceux Oui, qui nous regardent oui, oui. et qui auraient envie d'être pris en charge par vous, par vos compétences, comment à fait. faire à ce moment-là? Justement, donc. Et que proposez-vous réellement? Bien sûr. Alors, depuis, c'était à partir du mois de septembre 2018 que j'ai commencé donc à faire du coaching d'une manière officielle avec une méthodologie de coaching, d'accord, sur le plan nutrition et sport. Oui. Donc les dernières années, je faisais du coaching, mais c'était un peu standardisé. Donc je faisais un peu les cours collectifs. Donc c'était pas très scientifique dans mon approche. Et donc récemment, où j'ai, grâce à des formations que j'ai fait en ligne, des formations à l'étranger, donc j'ai appris à faire du coaching et d'une manière scientifique, c'est-à-dire avec des questionnaires, avec des bilans questionnaires, des évaluations sur le net, et donc aborder les personnes et suivre les personnes là à distance et en présentiel aussi. Voilà. Donc c'est ce que je fais réellement justement. Donc c'est du coaching sport et nutrition. Dans le côté sport, c'est plus des séances personnalisées, c'est-à-dire c'est des coachings en one-to-one. Ouais. C'est-à-dire la personne elle est là. Donc, C'est individuel. c'est individuel, c'est purement individuel. C'est ce qui marche le mieux d'ailleurs. Hein. Exactement, et c'est ce qui marche le mieux, c'est la méthode la plus efficace, voilà, puisque on se concentre dans toute notre énergie, notre temps à une personne, Ouais. et forcément, donc derrière, il y a les meilleurs résultats qui peuvent en découler. Voilà, donc sport, nutrition et spécialement musculation, c'est-à-dire en sport, moi je prends les gens généralement qui ont des objectifs soit de prise de masse musculaire ou de perte de gras. Rarement les personnes qui cherchent les performances sportives, puisque généralement ils sont encadrés dans leur équipe ou dans leur club, donc c'est généralement les sports collectifs. Ouais. Après les performances, on peut les chercher quand on est individuel aussi. Hein, c'est pas... Alors, généralement, ce qui revient, c'est des objectifs de recomposition corporelle, on appelle ça. C'est la prise de masse maigre
prise de masse musculaire, et la perte de gras. On est un peu précis dans le... Voilà. On est plus dans le côté sport, nutrition, performance, mais pas l'aspect santé, hein, d'une manière générale. L'aspect santé, c'est plus nutritionniste, médecin nutrition, pour traiter des pathologies. Donc moi, je ne suis pas dans cette optique. Moi, je suis plus dans l'optique d'améliorer une performance, de changer une composante plus esthétique. Et voilà. Et généralement, c'est les jeunes, même les moins jeunes, hein, ils s'intéressent aussi à changer leur aspect corporel. Ouais. C'est ça. Donc 2019, Inch'Allah, ça sera pareil. Donc je suis en train d'améliorer mon processus de coaching parce qu'on n'est jamais parfait. Donc c'est plus, je cherche à progresser tout le temps. Et donc d'améliorer mes méthodes d'entraînement et pour que derrière j'arriverai justement à aider les gens d'une manière beaucoup plus professionnelle que je l'étais l'année passée. D'accord. Voilà. On a toujours à apprendre, hein, c'est comme ça. Ça s'arrête jamais. Ah, mais si, il a raison. C'est ça. Oui. Ah, et qu'est-ce que c'est quoi? Alors du coup, on va aller vers les questions pratiques. Oui. Alors du coup, je décide de venir vers vous. Je fais 125 kilos. Oui. Je fais comment? On va aller sur les questions pratiques, hein, de monsieur et madame tout le monde, qui vous regardent tous les samedis et qui finissent par se rendre compte cette année, en 2019, que vous prenez en charge des personnes en coaching individuel et que vous les rassurez, vous les motivez et autres. Alors du coup, je débarque chez vous, je fais 125 kilos, je fais quoi? Alors, la première des choses... Première rencontre impératif, oui. C'est ce qu'on appelle un questionnaire initial. D'accord. D'abord, premier contact, ça va se passer où? Ça se passe en ligne, au téléphone ou par Internet. Généralement, c'est par téléphone ou par Internet. D'accord. C'est ça, c'est un contact qui se fait de vive voix. Oui. Et donc, d'abord, on fait un questionnaire, j'envoie un lien de questionnaire. La personne va remplir ce lien, c'est un formulaire qui se trouve en ligne. Ouais. Et donc la personne remplit le formulaire. En fait, c'est un formulaire qui comporte différentes catégories d'informations. Hein. Il s'agit d'indices anthropométriques, il s'agit aussi d'habitudes alimentaires, de journal alimentaire. Ouais. Donc on touche à l'aspect sport, nutrition et aussi le côté santé. C'est-à-dire, on doit savoir si cette personne-là est-ce qu'il y a un traitement particulier, ou est-ce qu'elle a une pathologie ou quoi. Oui. Et voilà, donc le questionnaire initial, il est impératif, donc on doit en fait cerner le plus d'informations possible avant de commencer quoi que ce soit. C'est-à-dire le questionnaire là, on va passer beaucoup plus de temps à investiguer et puis voilà, donc cerner les objectifs de la personne, ça aussi c'est très important. C'est-à-dire il faut qu'on questionne la personne d'une manière à ce que c'est elle en fait qui décide de son objectif, c'est pas nous qui imposons. Ça c'est très important. Donc elle doit, voilà, si elle a un objectif clair, on doit discuter de ça. Même si les perspectives peuvent changer, bien sûr. D'accord. Les objectifs peuvent. Oui. Alors on remplit le questionnaire, c'est très bien. Donc du coup, on vous a contacté, très bien, vous répondez très rapidement, que ce soit sur Instagram, sur Facebook, ou par téléphone. Ou par téléphone. Vous répondez très rapidement, vous envoyez le questionnaire, je remplis le questionnaire. Okay. C'est très bien. Mon questionnaire arrive chez vous, vous rendez compte que j'ai 35 kilos de trop. Alors c'est quoi la prochaine étape? Alors la prochaine étape... je vous demande pas un vrai programme, je dis en fin de compte, comment ça va se passer pour ceux qui nous regardent en réalité? Bah oui, c'est clair. Après, bien sûr, la personne, si elle arrive pour déjà... ceux qui regardent et pour moi en réalité aussi. Allez-y. En fait, si la personne est déjà, si elle est prête d'un point de vue mental et voilà, donc si elle est prête à à aborder un coaching donc elle remplit le questionnaire en général, donc elle est prête à remplir le questionnaire. Oui. Donc si elle le fait d'une manière plus détaillée, donc on cerne que cette personne-là est investie, elle veut commencer justement à changer. Et donc c'est à partir de là qu'on la recontacte pour voir son planning et le planning du coach. Voilà, c'est ça généralement la partie qui est aussi... Mais qu'est-ce que vous préconisez en général? C'est quoi? C'est une séance, 2 séances par semaine? C'est une séance généralement c'est une séance d'entretien. Oui. Pareil, donc une séance où je rencontre la personne et on discute toujours de ses objectifs en ayant déjà le questionnaire qui est déjà rempli, d'accord? Oui. Donc on discute des objectifs d'une manière plus concrète, la personne elle est là, donc je la vois d'une manière physique, voilà, donc c'est important aussi. On discute de ses habitudes, un peu. Ça prend généralement 1 heure, c'est un consulting, c'est une forme de consulting, voilà. La séance, bien sûr, elle est gratuite pour la première puisqu'il n'y a rien eu de concret, on discute juste des objectifs. Et puis on arrive à débloquer un planning, un agenda donc, qui arrange la personne et le coach. Donc généralement ça se passe comme ça. Voilà. D'accord. Après bien sûr c'est clair, c'est à la personne elle de décider. Première séance,
Où? Alors, ça c'est une très bonne question. Alors, première séance, là généralement, là je travaille dans 2 salles. Voilà, je m'entends avec le gérant d'une salle de sport qui se trouve à Bouchaoui, qui s'appelle Fitness Law. C'est Spa Law, donc c'est un spa juste à côté à une salle qui s'appelle Fitness Law. Donc c'est un espace fitness. Donc c'est là où je fais la plupart de mes coachings matinaux. Pourquoi matinaux? Parce que généralement, les salles en l'après-midi, quand c'est le coaching personnalisé, les salles à partir de 16h, 17h, c'est les heures conventionnelles. Donc les gens vont vers les salles et tout, c'est plus c'est plus possible de faire du one-to-one. Oui, exactement. Et même si on le fait, c'est pas professionnel et ça devient plus du coaching personnalisé, ça c'est sûr. Donc généralement, ça se fait le matin. Alors, Bouchaoui et Bouchaoui et Sidi Yahya, c'est Fitness House. Ça s'appelle Fitness House. D'accord. C'est au niveau de Saïd Hamden, entre Saïd Hamden et dans l'immeuble là de Saïd Hamden, qui se trouve à la cité Sonelgaz, pas loin. Dans l'immeuble là de Saïd. J'ai oublié le nom de l'immeuble. Dans l'immeuble là, c'est à Paris, dans l'immeuble de Paris, tu vois. Ça veut dire il y a un seul immeuble là, ça. Non, il n'y en a pas un seul. Mais ouais, mais c'est très bien. Non, mais c'est juste des indications. On est désolé pour ceux qui habitent dans d'autres wilayas du pays, dans les autres Fitness wilayas. House, en fait, c'est les gens connaissent Fitness House en fait parce qu'il y a une salle qui a ouvert il y a 2 ans. C'est pas un problème, c'était juste pour blaguer un peu sur votre méthode de GPS, quoi, de comment donner votre adresse. Alors du coup, très bien. Ensuite, la première séance, elle dure combien de temps? C'est ça qui est intéressant aussi. En fait, c'est toutes les séances qui durent. La séance de sport, vous parlez de la séance de sport. La première, oui. Elle dure 1 heure. Entre l'échauffement et l'échauffement qui dure généralement 10 à 15 minutes. Vous faites partie de ceux qui comptabilisent du bonjour salam alek jusqu'à... Non, on n'a pas ce point, non. On devrait être flexible, surtout en Algérie, avec les contraintes là, du trafic routier, pas mal de choses. T'arrives, il te dit bonjour, il met son chronomètre, toi tu es en train de mettre tes baskets. C'est pas aussi sévère que ça, non. Non, mais j'en ai connu. Oui, mais généralement, on prend, c'est 1h15 au max. Là, voilà, on donne le petit quart d'heure là de marge, voilà. Et généralement c'est 1 heure, 1 heure et quart, parce qu'en fait ça sert à rien de faire 1h30, 2 heures de séance de sport, c'est plus un match de foot. Hein, généralement 1 heure ça suffit largement si c'est une méthode qui est justement où on optimise le temps, c'est-à-dire on respecte le volume d'entraînement, l'intensité, donc le nombre de séries, les temps de repos. Si on respecte tout ça et on ne discute pas beaucoup pendant la séance, en tout cas même si on discute c'est relatif à la séance de sport, même pas de nutrition. C'est vrai que j'ai depuis les dernières années, donc c'est pour ça que je vous ai dit on corrige à chaque fois notre méthode d'entraînement. Donc on parlait souvent de nutrition pendant les séances de sport et ça c'est une erreur. Donc il faut faire la part des choses. Le côté nutritionnel c'est un domaine à part, il ne faut pas le dénigrer. Et le sport c'est pareil, hein, c'est-à-dire c'est 2 domaines complètement différents, même s'ils se complètent. Mais la séance de sport elle est dédiée qu'au sport. Mais vous parlez ensuite nutrition? Bien sûr, justement c'est là où ça se fait généralement à distance, puisque le côté nutritionnel, voilà. Et ça, alors du coup, le one-to-one coûte combien par séance? Le one-to-one, c'est-à-dire il faut prendre en considération la séance libre ou l'adhérence à la salle. Ne soyez pas gêné de parler d'argent, je vais vous dire pourquoi. Si vous étiez une femme, on vous referait les ongles entre 2000 et 5000 dinars par jour. Ça se passe comme ça. Alors du coup, on est dans les 2000 dinars là. Bah oui, pourquoi on pourrait parler des ongles et on ne parlerait pas de la séance du coach qui partage son savoir et autres. Alors du coup, combien? La séance coûte 2000 dinars. Et c'est une séance de 1 heure et qui ne comprend pas le côté nutritionnel. Et la salle, c'est qui la prend en charge? La salle, c'est le client qui prend en charge. C'est lui qui doit prendre un abonnement dans cette salle-là. C'est ça. Que devient Hangar Gym? Hangar Gym devient Hangar Gym, c'est toujours... ça continue aussi? C'est une belle salle, c'est un bel endroit. Et puis c'est un endroit idyllique pour les gens qui veulent s'entraîner en pleine nature. C'est un espace qui est très grand. Ça fait longtemps que je ne suis pas y allé, mais je suis sur les réseaux sociaux. Et ils ont organisé même dernièrement un meet-up, des influenceurs et tout. C'était bien, c'était chouette. Et je souhaite que le bonheur pour ces garçons-là qui gèrent Hangar Gym. Bon, pour les histoires de meet-up et d'influenceurs, c'est... des influenceurs dans le sport. Parce que je les invite à prendre tous un avocat et à venir dans cette émission parce que j'ai envie de bastonner ces derniers jours. Parce que moi, il y a des mots que je supporte plus.
Ah oui, Ah oui, non, mais je ne supporte plus. Alors, pour un start-upper, ça c'est un mot que je ne supporte pas. Ah, pour moi, c'est un chef d'entreprise. Oui, c'est quelqu'un qui a le courage de lancer son entreprise. Start-up, pas start-up, ça c'est un terme qui veut absolument rien dire, qui est galvaudé à toutes les sauces. L'autre terme, c'est l'influenceur. Alors, c'est la personne qui a plus de 100 000 personnes sur son Instagram et on te dit que c'est un influenceur. Alors, mon fils, très bien. Alors, du coup, je vais te dire, demain, je mets au défi tout le monde de dire voici ce que je vous recommande de faire et on verra l'impact réel. Ouais, parce que on va dire, c'est des personnages publics sur la toile. Mais influencer au sens influencer, je pense que ça reste entre les mains de plus d'intellectuels, d'hommes politiques, de gens qui ont une prise de parole qui a un impact sur la société et qui fait faire des choses à la société. Je suis d'accord. Influenceur, mon frère, pour que ensuite tu dis salut les amis, je vous propose tel t-shirt de chez telle marque. Ouais, t'es mignon, on va te rhabiller, mon frère. On va te rhabiller, on n'est pas tous des débiles mentaux. T'as peut-être trouvé un public, mais pas tous. Alors du coup, merci beaucoup, Djali Meraska. Merci à vous. Merci. Désolé, c'était le petit coup de gueule contre les influenceurs, mais je vous jure que je vais créer une rubrique qui s'appelle Influence. Et je vais vous ramener des influenceurs et des faux influenceurs et vous allez voir qui influence qui. Alors du coup, merci beaucoup. Merci. Je vous souhaite une excellente semaine. On se retrouve samedi prochain. Pas de formation. Pas de formation. Tout va bien. Oui, très bien. La semaine prochaine, on entame les thématiques. Et la semaine prochaine, on met tous le fuseau, mesdames, messieurs. On se met au sport. DZ Fitness et Nutrition, toujours suivez-nous sur le... sur les réseaux sociaux. On est influenceurs aussi. Oui. Mais là, au moins, il y a du contenu. Oui. Vous ne vous jetez pas dans une fontaine. Non. Vous ne proposez pas des produits à acheter tous les jours. Non, pas du tout. C'est-à-dire, si vous me dites il y a du citron, de l'eau et vous mettez un peu de vinaigre, je vous dis oui, le gars, il me dit des choses, je peux le suivre. Et si vous prenez votre vidéo pour me dire, voilà, Reebok ou Nike ou Adidas, j'ai cité les trois marques. D'influence. Ça s'appelle un relais publicitaire qui se prend en photo dans des soirées organisées par des entreprises pour manger de gâteaux et partager des petits trucs. Enfin, du coup, merci beaucoup, merci à vous. Merci Djalil Meraska, à la semaine prochaine. Quant à nous, on se retrouve dans quelques instants. L'interview s'appelle Ma toute première fois. Elle est toute jeune, elle est étudiante, elle est artiste peintre également. Elle s'appelle Malika Hamed Abdouwahab. Elle vient nous parler de son art, de sa passion à elle, mais ce sera juste après qui, quoi, comment, juste après ce reportage, une exposition de peinture de Nordin Shegran qui a été suivie par qui? Évidemment par Nessipa Djaidir. Le mouvement du Chine et par la suite il devient un symbole. Alors, mon ingrédient, moi, et donc quand tous ces symboles sont composés dans mes peintures, on trouve parfois quelques lettres berbères. Et là, c'est mon levain, c'est là où je puise actuellement mon inspiration. Nordin Shegran, un artiste au parcours aussi riche qu'imposant. Un parcours rythmé par de nombreuses expositions personnelles et collectives. Des expositions réalisées en Algérie et à l'étranger. Sa passion pour la peinture vit en lui. Et à travers elle, il exprime toutes ses émotions d'artiste. Dans cet art en mouvement, il y a un dialogue constant avec la matière. Il y a toujours du nouveau et je reste donc fidèle à mon esprit et j'évolue avec et donc j'essaie d'apporter un peu
je pense, un peu de bonheur et de liberté par mes couleurs, par les peintures, par mes couleurs, c'est les couleurs que j'utilise dans mon style. Par mois. Elle peut être collective ou bien individuelle, ça dépend des artistes. Et on essaye de garder le rythme parce que parfois c'est pas évident. On essaye d'organiser chaque mois une exposition et bien sûr d'autres activités en parallèle. Au fil des années, ce plasticien a développé dans son langage plastique un style bien à lui. Dans ses peintures, il nous donne à contempler et à apprécier son talent d'artiste. Des peintures aux dimensions humaines, avec en toile de fond toute une symbolique en action. Alors du coup, c'était Nassiba Djaidir avec Nordine Chegran. Vous faites l'exposition de Nordine Chegran. Vous faites souvent le tour des expos? Vous visitez des expos? Non, jamais? Non, jamais. Pourquoi? Je sais pas, j'ai commencé il n'y a pas longtemps, donc je Qu'est-ce qui se passe? J'aimerais m'intéresser plus. Pour l'instant, c'est vous avec vous. Oui, exactement. Vous faites rien d'autre? Non, je fais ça chez moi. Je peins chez moi, j'ai appris toute seule. Je suis autodidacte et j'aimerais beaucoup m'intéresser plus à ça. Alors c'est l'interview, ma toute première fois. L'invitée du jour, elle s'appelle Melika Hamed Abdouhab. Bienvenue à vous. Bonjour, merci. 21 ans, étudiante en géologie. Vous avez choisi, pourquoi vous avez choisi géologie? J'ai choisi géologie parce que j'ai toujours aimé les sciences de la Terre, tout ce qui est Terre, univers, ça m'a toujours passionnée, donc voilà. Vous êtes en quelle année? Je suis en 3e année, je prépare ma licence. Vous découvrez une passion, mais contrairement à tous ceux que l'on reçoit habituellement, vous n'allez pas nous sortir l'histoire de « moi je dessine depuis que j'étais toute jeune ». Non. Pas du tout. Non, vous, c'est il y a à peine une année? Oui, c'est à peine une année. Vous rencontrez la peinture? Oui, exactement. J'ai commencé à la maison, j'ai pris une toile, j'ai voulu essayer et je m'y suis plu. Oui, voilà. Tout simplement. Tout simplement. Il n'y a pas eu un déclic, un petit quelque chose, je ne sais pas, une histoire un peu qui pourrait nous faire rêver. Parlez-nous de Dali, parlez-nous d'Isabelle Eberhardt, parlez-nous de... Quand je peins, ça me fait du bien. C'est un peu une thérapie pour moi, donc voilà, ça me fait du bien, ça me repose. Oui. Vous vous rappelez du premier jour? Le premier jour, j'ai juste tout simplement pris une toile et j'ai commencé, je l'ai achetée, j'ai choisi mes couleurs et... Ah, vous avez fait quand même comme ceux qui commencent le sport pour la première fois de leur vie. Voilà. C'est-à-dire que vous avez acheté la toile, vous avez acheté la peinture, Voilà. C'est comme le gars qui achète tout l'équipement et qui fait jamais de sport ensuite. Hein. Mais par contre, vous n'avez jamais arrêté depuis? Non, j'ai pas arrêté. Non. Vous avez acheté une toile? Vous avez acheté quoi comme peinture au départ? Je peins avec de l'acrylique. Dès le départ, c'est de l'acrylique? Oui, j'ai choisi l'acrylique parce que on peut mélanger les couleurs. Par contre, ça sèche très vite, donc il faut y aller vraiment, il faut être minutieux. Oui. Donc voilà, j'ai bien aimé ce style-là, avec des petits points un peu... Alors, vous tombez amoureuse d'un style, ça s'appelle le mandala, c'est ça? Oui. C'est quoi le mandala? Ça vient d'où? Le mandala, c'est indien. Oui. C'est plus indien et en fait c'est plus de reproduire des motifs à l'aide de petits pointillés, c'est des rosaces, des fleurs. Allez-y, montrez en même temps. C'est votre première interview télé? Oui, c'est ma première. C'est la première fois? Ça va, vous en sortez bien, moi je crois. Vous ne stressez pas trop. Donc, voilà. Donc, alors c'est ça le mandala? Oui, c'est ça. Voilà, c'est tout ce qui est petits pointillés, des petites rosaces, voilà. Choisir les couleurs. On choisit, peu importe les couleurs, des couleurs qui vont bien ensemble et on laisse l'imagination parler. Ouais. Mais jamais vous n'êtes sorti à l'extérieur, quoi. Vous n'avez jamais essayé de rencontrer des... Non, j'aimerais beaucoup m'y intéresser plus et c'est ce que je compte faire d'ailleurs. Ouais. Et parce que entre nous, vous le faites
que ça reste chez vous, c'est bien. C'est des cadeaux pour les copines et pour la famille, mais au-delà de ça, j'imagine que vous souhaitez exposer. Oui, je souhaite exposer, bien sûr. Ouais. J'ai une page Facebook, une page Instagram, et c'est des tableaux que je vends. Ouais. Donc voilà. Et ça marche déjà? Oui, ça marche plutôt commence bien. Oui, ça marche plutôt bien. Mon préféré du jour, mesdames, messieurs. La khamsa. La khamsa, oui. Elle est jolie. Elle est bien faite en plus. Merci. Une toile comme celle-ci, ça vous prend combien de temps? Elle vous prend combien de temps? Oui, ça peut me prendre entre 2 et 4 heures. 2 et 4 heures quand Oui. même. Entre 2 et 4 heures, oui. Ouais. Le temps d'imaginer un peu les motifs. C'est moi qui choisis, donc je peux laisser libre cours à mon imagination. Après, les couleurs, je les assortis et voilà. Mais c'est-à-dire que vous peignez même la toile en réalité? Ah oui, je fais le fond. Vous faites le fond, peins quoi. le fond, oui. Vous laissez pas tel que celui-ci, par exemple? Oui, ça c'est de la calligraphie. Ouais. Et vous avez appris ça? Ben, je me suis inspirée. J'ai un peu commencé sur papier d'abord. Oui. Pour la calligraphie, hein, parce que Ouais. le reste c'était directement. J'ai vraiment commencé sur toile, mais pour la calligraphie. Mais par exemple sur celui-ci, vous avez suivi des tutos, vous avez fait quoi exactement? J'imagine que c'est un style qui est raconté sur internet, non? Oui, c'est un style qu'on retrouve assez souvent. Bon, ça vient d'Inde, comme je vous l'ai dit, le mandala. Mais après, il y a plein d'exemples, il y a plein d'inspirations sur internet et tout. Mais après, il faut vraiment se créer son propre style. Non, mais pour apprendre la technique, je veux la dire. technique, non, c'est tout simple. C'est que des pointillés en fait. D'accord. Vraiment, Vous n'avez pas eu besoin de passer des jours et des jours Non. sur YouTube en train de suivre des tutos? Non. C'est bien ça, c'est cool. Vous savez marier les couleurs, hein, ça c'est sûr. Oui. Merci. Alors, la calligraphie. Oui. C'est bien, hein, vous savez faire quoi. Merci. La calligraphie, c'est... en fait, là, comme vous pouvez voir, il y a 2 animaux et ce qui est écrit à l'intérieur, en fait, symbolise... C'est un adjectif qui symbolise l'animal en lui-même. Mais c'est quoi? C'est un dromadaire et une vache ou un cheval? C'est un cheval. Ah d'accord. C'est un cheval et c'est écrit Azim. Azim qui caractérise le cheval, qui est élégant et voilà. Vous pouvez, Ah ouais, c'est pas mal ça. Et pour le dromadaire, vous avez écrit quoi? C'est sabr. Il reste des jours et des jours sans boire d'eau. C'est le symbole de la patience. Exactement, oui. Ah, c'est pas mal, j'avais pas vu ça comme ça au départ. Si. Ouais, c'est mignon. Et celui-ci, ça vous a pris combien de temps? Celui-ci, ça prend un peu plus de temps quand même. Chaque animal, ça m'a pris 5-6 heures, on va dire. Oui. C'est assez minutieux en fait, et comme c'est sur du blanc, il faut pas se rater, alors il faut vraiment... C'est ça. Ouais, Vous pourrez pas rattraper avec le fond, quoi. exactement. Ouais. Alors du coup, vous vendez tout ça dans une page internet, une page Facebook et sur Instagram que vous avez appelée Mandal Art. Alors Mandal Art, voilà. Oui, Bon, tout collé, oui. C'est sympa. M-A-N-D-A-L-A-R-T. Exact. Je ne me oui. trompe pas. Exact. Et c'est qui vient vers vous le plus souvent? C'est quoi? C'est des gens qui veulent offrir un cadeau? C'est des gens qui tombent amoureux de ce que vous faites et qui décident d'exposer ça chez eux? En général, c'est des gens qui aimeraient bien exposer ça chez eux, oui, pour leur intérieur. Et il y en a aussi, oui, qui me commandent ça pour des cadeaux. Ouais. Ça dépend. Et c'est personnalisable. Je peux, par exemple, s'il y a des personnes qui souhaitent écrire un prénom ou peu importe, il n'y a pas de souci. Donc, je suis ouverte à ça. Ouais. Alors du coup, l'autre Ramsa pour ce 4e tableau? Ça, c'est ma première, que j'ai gardée pour moi. C'est celle-ci, la toute première? Oui, la toute première, oui. Ah, c'est pas mal. J'adore le bleu, ma maman adore le bleu, c'était pour ma maman. Ah, maman adore le bleu aussi? Oui. Et on l'embrasse parce qu'elle est juste derrière, Oui. qu'elle est là pour vous accompagner aujourd'hui. Ouais. Alors du coup, c'est votre première Ramsa? Oui, c'est ma première Ramsa. Ouais. Bon, je tiens à préciser que j'ai rencontré cette jeune femme sur une plage. Oui, ça m'arrive. Et moi, je travaillais par contre. J'étais pas bronzé, je tiens à le dire. Et je travaillais et elle est venue me voir en me disant voilà ce que je fais.
Qu'est-ce que vous en pensez? On a eu quelques échanges par la suite. Vous m'avez envoyé des... Parce qu'il est bien de raconter que quelquefois, parce que beaucoup pensent que pour passer à la télé, il faut forcément connaître quelqu'un ou autre. Non, pas du tout. C'est des fois des initiatives personnelles et soit en match, soit en match pas. C'est une question de feeling. Donc du coup, vous m'avez envoyé quelques photos de ce que vous faisiez. Et puis on s'est entendu sur pas mal de toiles. On en a parlé, on en a discuté. Bon, par la suite, on s'est dit un jour, il faudra absolument faire quelque chose. 2019, c'était le meilleur moment. C'est entamer l'année avec un petit passage télé, une petite vidéo qui alimentera aussi votre page, en espérant qu'elle attire un maximum de monde et que les gens viennent vers vous. Alors du coup, une toile comme celle-ci, elle coûte combien? Celle-là, elle coûte 2000 dinars. D'accord. Voilà, ça dépend de la taille, quoi. Voilà, ça dépend du format. Tout dépend du format, exactement. C'est un petit Et qu'est-ce qu'on vous format. demande le plus souvent? Des khamsa? Alors, les gens aiment bien les khamsa, oui. Les gens aiment bien les khamsa. Après, on me demande souvent ce genre aussi, des attrape-rêves. Ouais. Et voilà, la calligraphie, c'est récent. J'ai commencé. C'est tout nouveau. Voilà, donc, oui. Qu'est-ce qu'on pourrait vous souhaiter? Que ça continue, que ça s'améliore. Les examens, c'est pour quand? Les examens, c'est pour janvier. Pour janvier, dans quelques jours. Oui, dans quelques jours. Bonne chance, hein. Merci beaucoup. Et beaucoup de succès. Merci beaucoup. Mandalart sur Facebook et Instagram. Ah oui? Vous avez combien d'amis? J'en ai 300 et quelques. C'est bien. Pour l'instant. J'aimerais bien que ça se développe. Oui. Allez, ça va être la course aux followers. C'est fou, hein. Il y a une... je vous conseille de la voir. Il y a Black Mirror, qui est une série que vous pourrez retrouver sur Internet, mais il faudra bien chercher. Hein. C'est plutôt dans le dark web plutôt que sur YouTube, mais vous pourrez la trouver. Dark Mirror, c'est une série, je ne sais pas si vous connaissez. Je connais, oui. Ouais, c'est une série où tu n'as pas d'acteur principal. C'est-à-dire les acteurs principaux ou les acteurs tout court changent chaque semaine, enfin d'épisode en épisode. Et puis ça traite, c'est Black Mirror, quoi. C'est le miroir. T'as compris, quoi. C'est Black Mirror. C'est le côté sombre un peu des choses. Et il y a un épisode, je ne sais pas si vous l'avez vu ou pas, mais je vous conseille de le voir, sur les réseaux sociaux. Sur un monde bâti autour des réseaux sociaux où les gens sont tristes d'ailleurs de voir quelquefois qu'ils perdent des amis, ils en prennent de nouveaux. Et puis si on les follow pas, si on leur met pas des j'aime, ils sont tristes. Et moi je l'avais vu il y a plus d'une année, ça m'avait fait rire. Okay. Mais aujourd'hui on est dedans, quoi. J'ai vu des gens déprimés parce que... Mon Dieu, mon frère, sort dehors, mets-toi un t-shirt sous la pluie, marche, ressens les choses, rencontre des gens, dis bonjour à une femme, à une vieille, aide quelqu'un, prends un café avec quelqu'un, offre un thé à quelqu'un d'autre, je sais pas, moi, revis des vraies choses. Tout le monde derrière son téléphone, c'est affreux. C'est affreux. Je vous le dis, j'ai pas 40 ans non plus. Mais voilà. Donc je vous souhaite bonne chance. Merci beaucoup. Beaucoup de succès. Merci beaucoup. Bon résultat aux examens, parce que sinon papa, maman ne nous achèteront plus de toiles, ça c'est sûr. Ça c'est évident, oui. Merci Et pour puis, votre invitation. Avec plaisir. Et Mandalart sur Internet, rappelez-vous de son nom, elle s'appelle Malika Hamd Abdouhab. Je vous souhaite des expos surtout, beaucoup d'expos. Merci beaucoup. Beaucoup d'expos. Allez, quant à nous, on se retrouve dans quelques instants, juste après ce même reportage, non, ce reportage de Nessiba Jaidir qui, elle, parle d'artisanat et de vitrail, plutôt Nolhouda Bouzgaou qui parle d'artisanat et de vitrail, je voulais dire rester dans la même thématique. Juste après, c'est Maya Amrani et son invité du jour, c'est Faiza Antri Bouzar. Forcément, on va parler d'art toujours, mais cette fois-ci de couture. Allons-y. La blancheur intense de la céramique, des couleurs chatoyantes mises en valeur par des floralies particulièrement, tout un patrimoine exprimé par les mouvements gracieux du pinceau tenu par les mains d'Eliakout. À l'âge très tard que j'ai découvert que j'aime cette passion parce que je ne sais pas, c'est dans ma famille, il y a mon frère qui aime le dessin, mais avant, j'ai pas su que j'aime vraiment le dessin. C'est à un certain âge que j'ai commencé à découvrir le dessin sur verre. C'est une passion vraiment le verre qui m'a attirée parce que c'est transparent et c'est beau à voir. Et tellement c'est transparent qu'on aime. C'est-à-dire le fait, on arrive à voir tout. C'est-à-dire, c'est pour ça que j'aime toujours le dessin sur verre, etc. Le dessin sur verre obéit à plusieurs techniques, allant du remplissage au one-stroke, des techniques toutes gracieuses les unes que les autres. La technique, j'aime vraiment, c'est le one-stroke, c'est une technique américaine. C'est le pinceau avec deux couleurs et on arrive à dessiner pas mal de choses avec.
Mettre en valeur le patrimoine par des photos anciennes ou autres photos réelles sur support verre ou céramique est aussi possible. La technique du collage est un autre savoir-faire dans l'art du vitrail. Le découpage, c'est le papier de riz. Et ça, c'est une technique que j'aime vraiment parce que ça complète aussi, c'est-à-dire avec une peinture. C'est-à-dire, on ne peut pas le faire tout seul. C'est-à-dire, il y a toujours une peinture qui le complète le travail tana, l'objet, l'icône fait le papier. Mais pour Liakot, la porcelaine et la céramique restent les deux supports les plus prisés par ses pinceaux et ses créations. Ces deux supports lui permettent d'exhiber l'orgueil de la femme, à savoir son amour pour la vaisselle et les objets de décoration. Ce que je préfère, c'est toujours la céramique ou la porcelaine. Bien sûr, le verre aussi, mais beaucoup plus, c'est la porcelaine. La porcelaine, parce que c'est facile à travailler, et puis c'est beau. Et surtout la vaisselle, c'est qu'est-ce que j'adore. Parce que c'est des trucs qu'on utilise quotidiennement. Et on a des gens qui préfèrent personnaliser leurs objets et aussi faire des cadeaux. Personnaliser, il n'y a pas mieux, avoir une pièce unique pour offrir, etc. C'est-à-dire, on arrive à satisfaire les gens de cette façon-là. C'est-à-dire, nous en Algérie, on n'a pas l'art fait bladna, c'est pas tout le monde qui sait c'est quoi un objet ou là qui est personnalisé ou là un truc unique, une pièce unique. C'est-à-dire, on essaie toujours d'attirer les gens, premièrement par la vaisselle, parce que les femmes algériennes, elles aiment toujours la vaisselle, et puis on commence à leur montrer d'autres objets, nos souvenirs. Cela dit, selon Yacout, même si la porcelaine et la céramique sont de très beaux supports, si le mariage de couleurs ne suit pas, le final ne sera pas satisfaisant. On ne peut pas choisir les couleurs parce qu'on aime ces couleurs-là, non. C'est vaste, et puis on devrait voir les gens, qu'est-ce qu'ils préfèrent aussi. Mais aussi savoir marier les couleurs. Si on n'arrive pas à marier, on n'arrive jamais à avoir un objet parfait. C'est-à-dire, même si les gens nous demandent des couleurs qui ne marchent pas, on ne peut pas les faire. C'est-à-dire, on doit choisir les couleurs qui nous arrangent et qui donnent un truc bien fait, la peinture, bien sûr. Faire un tour chez Liakot reste une véritable partie de plaisir où le savoir-faire, la création et l'utilité se conjuguent au présent de l'offrande. Excellente matinée à vous tous. On va finir l'émission avec Maya Amrani. Bonjour. Comment ça va bien? Très bien, bonjour à vous tous. Bonne année 2019. Je vous retrouve, une nouvelle année. Vous avez fait quelque chose à vos cheveux? Oui. Vous avez diminué? Oui, je me suis relookée. Ah ouais? Voilà, pour la nouvelle année. Il faut un bien. peu plus court. Ils sont courts, on les a coupés, un peu courts. C'est court. C'est court. Ben, ça vous va bien, je vous rassure. Changer de couleur et de coiffure, c'est pour accueillir la nouvelle année. Inch'Allah, b'sahawlana. Eh ben, Inch'Allah. Et votre invité du jour, c'est Faiza Antribouza. Bienvenue à vous. Merci. Excellente année 2019 Merci aussi. à vous aussi. Bonne année à tous les Algériens d'Algérie et du monde. Eh ben voilà, c'est parti. Alors Faiza, bienvenue. Faiza qui a 10 ans, c'est l'anniversaire de sa création. Juste la parenthèse, ils sont en train de montrer votre coupe. Bien, Ah bien. oui. Vous avez osé le froufrou, hein. C'est la nouvelle année, il faut se relooker. Ça vous va bien, je vous le dis sincèrement. Ah merci. Bah très bien, allez-y. On a changé de couleur, on a changé de coupe. Bon, on reste pas sur ma coupe, on Allons. va vers Faiza parce que c'est elle qui nous intéresse ce matin. Donc le mois de janvier 2019, vous avez pris des décisions, des résolutions bien sûr. Ah oui, bien sûr. Mais l'année 2018, ça a été un petit peu le calme. Pas vraiment. Pas de défilé. Non, j'ai pas voyagé. Vous n'avez pas Parce que voyagé. ma fille avait passé le brevet. Et donc j'avais décidé de rester sur l'Algérie parce que je voulais m'occuper de ma fille, voilà. D'accord. D'ailleurs, je lui fais un coucou, j'espère qu'elle est en train de me regarder. Alors, 2017 par contre 2017, j'avais fait plusieurs pays. J'avais fait Paris, Lyon, j'avais fait le Koweït, l'Autriche, 2 expos aux États-Unis, une à Chicago, une à Washington DC, un autre défilé à Annaba. J'avais pas fait Alger en fait, voilà. J'avais fait beaucoup de défilés, j'avais bougé, mais 2018 j'avais décidé de rester sur Alger parce que justement ma fille
passer ses examens, donc je ne voulais pas bouger. Et j'ai fait 2 défilés à Alger quand même. Un pour le 8 mars et un le 12 mai, c'était juste avant Ramadan. Le défilé s'appelait Fasl al-Mahabba. C'est joli. Vous avez fait l'Andalousie, maintenant oui, j'ai fait l'Andalousie, j'ai fait Venise. Et là, bientôt, il y a une collection qui se prépare qui est très spéciale. D'ailleurs, pour les 10 ans en fait. Pour les 10 ans, voilà, parce que je fête les 10 ans de Fab. C'est bien ça. Oui. Très bien. Alors, vous faites maintenant, vous venez de faire l'ouverture d'un nouveau magasin. Oui, le magasin est en face de l'École nationale d'administration. Moi, je pensais que c'était un défilé. Non, c'est juste en face. C'est l'ouverture. C'est une boutique, en fait, où on reçoit nos clientes. Après, celle qui veut commander, elle passe à l'atelier qui se trouve à Benakloun. Alors, dans vos créations, c'est toujours le traditionnel, le Kereko, etc. En fait, l'idée de départ, c'était de protéger le patrimoine. Je voulais participer à la protection du patrimoine. Je ne dis pas que je suis celle qui va le protéger, mais je veux participer à cette protection. C'était ça qui m'avait emmenée dans ce domaine. Après, je me suis dit, pour que ce patrimoine continue d'exister, il faut que les jeunes veuillent le mettre. Donc ça veut dire qu'il faut qu'il soit au goût du jour. Il ne faut pas qu'il soit obsolète, qu'il soit has-been. Il faut qu'il soit au goût du jour, qu'il soit, que les jeunes de 16 ans, 12 ans, etc. aient envie et se projettent de le mettre. Donc c'est pour ça que grâce à mes voyages et en l'occurrence à mon voyage à Los Angeles aux États-Unis, j'ai eu l'opportunité de faire de super belles rencontres. C'est quand même la ville d'Hollywood du cinéma. Et donc grâce à ça, j'ai réussi à faire porter des stars de la télé américaine des tenues typiquement algériennes. Donc je pense que c'est une grande fierté. Déjà des Kereko avec ma touche, mais quand même avec des broderies typiques, mais avec ma touche. Ou une actrice telle que Mekia Cox qui passe sur Chicago Med, je lui ai fait quand même porter une robe très moderne, mais avec de la broderie typiquement algérienne. L'actrice, comment elle s'appelle, Anne Dudek, qui était actrice dans Dr House. C'est surtout des actrices de séries. C'est pas des actrices de cinéma encore, j'espère un jour, hein, pourquoi pas. Alors ici, vous avez mais actuellement, c'est celle qui marche le plus, hein, avec Netflix et avec les... Voilà, Dr House, la femme de son meilleur ami, là, l'oncologue, sa femme, je l'ai habillée. C'est Anne Dudek, elle porte un Kereko avec la broderie sous-tège typiquement algérois. Donc tout ça, il y a une réflexion derrière tout ça. Ça tombe pas du ciel. Il y a une réflexion. C'est déjà une ouverture d'esprit. C'est-à-dire, il faut se dire, ok, je veux protéger le patrimoine, mais je veux pas tomber dans le folklore, parce que je veux qu'une Américaine qui connaît peut-être même pas l'Algérie ait envie de porter ma veste, parce que c'est quand même fashion. C'est fashionable, comme ils disent. C'est très important. Il est vrai que les tissus, par exemple, vous transformez un petit peu, au lieu de prendre que du velours. Oui, je peux prendre de la soie sauvage, je la retravaille, je vais broder juste sur le col ou sur les poches. Je vais faire un type de blazer comme ça, qui fasse une veste de ville, mais je vais y introduire de la broderie typiquement algérienne. C'est la broderie qui va donner l'ADN ou l'identité à la veste. C'est pas la coupe en elle-même, parce que le Kereko, c'est une veste avant tout. D'accord. Donc c'est vrai qu'elle a des codes, avec du liil, avec la base, qui a des découpes particulières, mais après on est en 2019, donc il faut s'adapter. Parce que si on veut qu'elle existe, il faut bien se mettre ça dans la tête, parce que souvent on fait le reproche, on dit oui mais vous modernisez. Moi je peux vous faire le Kereko de Mané, d'ailleurs j'ai un Kereko de mon arrière-grand-mère qu'on appelait Mané, qui a 120 ans. Ce Kereko je l'ai et je peux le reproduire à l'identique, il n'y a pas de problème. La broderie, la façon, la découpe, tout ce que vous voulez, mais en même temps, ma fille, je pense pas qu'elle ait envie de le mettre. Je pense qu'elle va vouloir mettre quelque chose qui soit plus adapté à son corps. Vous adaptez aux nouvelles générations, vous adaptez au monde. Parce qu'il faut les écouter. Regardez ce que font les Snapchatters aujourd'hui. Vous avez vu comment ils drainent le monde? Le monde qu'ils drainent quand ils font un événement. Si je ne suis pas à l'écoute de ces jeunes, moi, est-ce que le vêtement algérien va continuer d'exister? Il va disparaître. Nous avons une culture orale. Si on ne transmet pas, on ne fait pas un devoir de transmission, ça va partir. Ça va disparaître. Alors vous maintenez quand même le côté classique. Je juste réagir sur ça. Vous êtes à la merci aujourd'hui des Snapchatters ou pensez que je suis pas à la merci. Moi j'écoute mes filles. Moi mes filles elles me disent il y a un tel qui passe. Moi je suis à l'écoute. Je dis pas que je suis à leur merci. Mais c'est-à-dire vous allez faire quoi ensuite? Moi je fais rien pour l'instant. Mais j'écoute ces jeunes et leurs besoins. Ah d'accord. Donc vous prenez ce phénomène de société, ces phénomènes de tendance, parce que vous savez très bien qu'aujourd'hui il y en a un qui est là et puis le lendemain il n'existe plus, il y en a un autre qui le remplace. Moi je suis pas dans Snapchat. Non, je voulais juste comprendre votre démarche actuelle. Je suis sur Instagram. C'est-à-dire que vous allez suivre un peu, vous allez les écouter, vous allez analyser ce qu'ils disent et puis vous allez adapter vos créations par rapport à cela, parce que vous vous dites, tiens, en disant
sciences. J'ai fait des études de commerce. D'accord. Vous avez un cours qui s'appelle l'étude du consommateur, le C'est besoin. Le consommateur, c'est lui qui achète. C'est bien le patrimoine, c'est obligatoire, mais il faut vivre, il faut manger. Il faut que ça soit un business. Oui. Donc, il faut écouter ce que le consommateur veut. Ça ne veut pas dire que je vais être à sa merci. Je peux aussi, dans le mot british, on dit educate, ça veut dire expliquer, former. C'est pas dans le sens éduquer à la française. Hein, que ça soit clair. Mais je préfère préciser, parce que c'est pas la même chose. Vous avez peur du poids des mots et de la lecture des Algériens. Il faut faire très attention à ce qu'on dit, c'est sûr. Donc, c'est important. Il y a aussi le fait d'orienter le consommateur, de l'influencer. Mais en même temps, il faut être à son écoute. Moi, je suis très à l'écoute des jeunes. Parce que c'est quand même eux l'avenir, il ne faut pas se mentir. Tout à fait. Si ma fille, quand elle me dit « Maman, ton truc là, franchement, c'est pas beau », je ne vais pas dire que je vais écouter à la lettre, mais je vais considérer. Alors, parce que c'est elles qui vont les mettre demain. Est-ce qu'on vous pose la question pour le prêt-à-porter, par exemple? Oui, parce que le traditionnel, c'est vrai qu'on en a plus qu'il n'en faut, mais on n'en a jamais le assez, prêt-à-porter, on ne le rencontre pas. Prêt-à-porter, alors je vais vous dire, l'Algérie, vous savez très bien comment ça se passe en Algérie, quelles étaient les stratégies et priorités algériennes, c'était pas du tout dans le domaine du textile, pas comme la Tunisie et le Maroc. Nous, c'était pas le tourisme et c'était pas le textile. Nous, c'était les métaux lourds, c'était le pétrole. Donc, on est très loin de ça. Moi, je suis une fille d'artisan. Vous êtes lucide et c'est très bien. Oui. Je suis une fille d'artisan, je suis une petite fille d'artisan, j'ai grandi dans les ateliers. Dans les bijoux. Je peux vous dire, dans les bijoux, mais dans les ateliers. C'est-à-dire que j'étais pas, dans l'arrière-boutique, j'étais dans les coulisses, moi. Donc oui, j'ai fait un reportage. Voilà, exactement. Il y a un bon moment, en 2004, je crois même. Dans les bijoux, comment exactement. Mais ce que je veux dire, c'est que malheureusement, en Algérie, les artisans souffrent. Parce que ce n'était pas une priorité stratégique, il faut dire ce qu'il en est, ce n'était pas une priorité. Aujourd'hui, alhamdoulilah, il y a un regain de conscience et on a envie de préserver jalousement ce patrimoine. D'ailleurs, je suis même passée dans une radio marocaine, et on m'a posé la question, je leur ai dit, en toute franchise, et j'ai pas honte de le dire, je suis jalouse de leur façon de protéger leur patrimoine. On a une expression en arabe, on dit « Anid wala tahsid ». Et moi, j'ai bien envie d'apprendre des Marocains, j'ai bien envie d'apprendre des Égyptiens qui ont une culture aussi antique et qui ont une culture très forte pharaonique et en même temps arabe. Ils ont l'Azhar et ils ont les pyramides. Et ça se passe très bien. Pourquoi je ne peux pas être très fière de ma Cléopâtre Sélénée, qu'on pense être celle qui est enterrée au tombeau de la chrétienne alors qu'elle n'était pas chrétienne, c'était même pas l'air chrétienne. Bon, on l'appelle comme ça, mais c'est pour d'autres raisons. Voilà, mais c'est faux, Yannick. Et pourquoi je ne peux pas être fière de la mosquée qui va être construite, etc. J'ai pas envie de faire de compromis. Je veux tout prendre et je veux tout garder, mais en même temps, il faut que la jeunesse algérienne réalise qu'il faut travailler et que le fait d'être dans la couture et le textile, ce n'est pas quelque chose de dévalorisant. Au contraire. Et on a besoin de s'habiller pour vivre. Si on n'est pas habillé... On va voir quelques images que vous allez commenter. Vous avez une égérie actuellement? J'ai pas une particulièrement, j'en ai plusieurs. J'ai beaucoup habillé Lila Borsali, comme vous avez déjà vu. J'ai habillé aussi Behja Rahel. J'ai habillé aussi Zahia Benzangli. C'est quoi, vous vous intéressez beaucoup aux divas de la musique andalouse? J'aime beaucoup la musique andalouse, oui. C'est ça. Parce que j'aime bien la poésie. Ça avait commencé en 2015 avec La Passion de l'Andalousie à Rumi. J'aime beaucoup la poésie soufie. C'est-à-dire, je m'intéresse un peu à tout, en fait. Le défilé de l'Andalousie. Très bien, on va voir les images en même temps. Et puis, vous allez les commenter toutes les deux, Bien mesdames. sûr, c'est Madame Faiza qui va... Donc là, on a Lila Borsali, qui a fait... c'était juste pour le Moloud. Elle avait fait une tournée, c'était Mouloudiyet, et elle avait fait ce concert à Alger. Donc c'était quoi l'idée? Là, elle porte une blousa de l'Ouest. J'aime bien dire blousa de l'Ouest, parce que souvent sur mes réseaux sociaux, les gens se bagarrent, blousa d'Oran, blousa de Tlemcen. Moi, j'aime bien fédérer. D'accord, c'est l'Ouest. Parce qu'elle existe à Tlemcen comme à Oran. Là, c'est le défilé du 12 mai. Donc c'est Fas al-Mahabba, c'était juste avant Ramadan. Donc là, on a différentes vestes, un peu revisitées, etc. Très joli. On enchaîne. Revisité. Alors il y a du typique et revisité. Alors là, je tiens à montrer cette photo parce que c'est mon équipe. Parce que c'est l'équipe de l'atelier. C'est très bon, elles sont pas toutes là, mais c'est très important pour moi de les valoriser et de leur dire merci parce que c'est ce qu'on appelle les petites mains. C'est les petites mains, voilà. Qui sont vraiment, c'est mon équipe et c'est une famille en fait. Voilà. Elles sont fidèles à vous. Elles sont fidèles, oui, j'essaie de les fidéliser, de prendre soin d'elles parce que pour moi c'est ma famille, c'est ma deuxième famille. Alors les tissus justement, on voit beaucoup un peu le taffetas, je crois. Alors il y a de la taffetas, il y a de l'organza de soie, là c'est un velours.
Ça, c'est une tenue qu'une mariée peut mettre à la sortie de sa maison ou la porter comme une robe blanche. J'ai une mariée qui l'a portée comme robe blanche. D'accord. Voilà, donc c'est un sarwal shilqa avec une veste. Non, c'est carrément un sarwal shilqa. Là, moi, j'aime bien valoriser aussi le mejboud parce que ça a été un peu mis aux oubliettes. Mais le mejboud, quand même, c'est très typique algérien. Tout à fait. Là, je reviens de Constantine où vraiment le mejboud. Oui, le mejboud, Tlemcen, Constantine, Alger. C'est très présent. Très tendance. Vous voyez là, c'est un sarwal shilqa avec juste une petite traîne en tulle qui fait mariée. Ouais, voilà. Mais c'est-à-dire que la mariée algérienne, si elle n'a pas envie de mettre de robe blanche, ben elle va mettre le karakou, le badron. Là, c'est une gandoura de l'Est. J'aime bien dire l'Est. Je n'aime pas trop préciser la ville. Je préfère fédérer les. Ça pourrait être Sétif comme ça pourrait être Constantine ou Annaba. Ou Annaba ou Guelma ou voilà. Gandoura en velours. Là, voilà. Donc là. C'est pas forcément une personne qui va se marier qui va mettre cette veste, c'est une coupe très occidentale, mais ça reste quand même un karakou. Oui, parce qu'elle est ajustée. Voilà, elle est très ajustée, il y a des découpes pas très courtes, mais il y a surtout des découpes assez particulières. Et là, on a une jupe en tulle, la jupe en tulle est très tendance en ce moment. Là, toujours une coupe très particulière avec un sarwal drapé en organza de soie. Mais le défilé, c'était où? C'était au Sofitel. D'accord. C'était dans le restaurant traditionnel. Alors, le sarwal, c'est le sarwal, c'est de l'organza de soie retravaillé, drapé. Là, on a du brocart de soie en bas. Ça, c'est très typique. On croit que c'est moderne. C'est pas du tout moderne. Parce que le sarwal mdouar à Alger, avant, c'était du brocart ou du tissor. Donc, c'est vraiment typique. Et c'était 12 mètres de large. Entre 12 et 20. Imaginez. Donc là, alors là, c'est très... Là, c'est très occidentalisé. Parce que là, on a la broderie qui est typiquement algérienne, mais c'est une robe. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire on peut emmener la broderie typiquement algérienne et la faire voyager en la démocratisant. C'est-à-dire pas en la figeant. Voilà. Et ça, c'est vous. Ça, c'est moi. Habillé en quoi? Habillé, alors c'est une robe gandoura. D'accord. C'est entre les deux, voilà. J'aime bien toute l'Algérie, donc j'aime bien jouer avec les différentes régions. En tout cas, c'est très beau. Hein, c'est beau.